Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde. Anatomie de la violence, c'est la thématique globale de cette troisième édition du forum Latitude organisé par la librairie 47 degrés nord de Mulhouse. Et on pourrait presque se demander ce que la question des droits des femmes vient faire là. Sauf qu'il suffit de s'intéresser un tant soit peu à ce sujet, d'observer l'importante production éditoriale qui déborde du rayon féminisme des librairies, de lire certaines accroches radicales, d'entendre quelques propos définitifs, ou de tenter de suivre les débats ou les polémiques qui traversent le mouvement, ou plus exactement les mouvements féministes, pour se rendre compte que ce terrain d'action est devenu en quelques années un improbable champ de bataille et d'affrontement. L'était-il déjà avant, ou cela a-t-il dégénéré d'un coup? Nos invités nous le diront peut-être. Ce qui est sûr, c'est que les échanges actuels sont souvent très vifs et même parfois assez violents. Le mouvement féministe est profondément divisé, traversé par divers courants complètement antagonistes au féminisme historique, universaliste ou universel, on pourra débattre des noms évidemment, viennent s'opposer aujourd'hui de nouvelles références défendues par d'autres militantes, qualifiées parfois de néo-féministes ou de nouvelles féministes. On parle alors de féminisme décolonial, d'afroféminisme, d'intersectionnalité. Il faudra peut-être expliquer certains mots, car je ne suis pas bien sûr qu'ils soient connus ou compris de tous. À tout cela s'est rajouté de nouvelles revendications pour de nouveaux droits, de nouveaux modes d'action, qui même parfois bousculer le débat public, et les diverses déclinaisons de MeToo en sont d'ailleurs une bonne illustration, même s'il reste incontestablement beaucoup de combats à mener et à gagner, comme par exemple sur la question des violences physiques, morales ou sexuelles, ou encore sur celle de l'égalité salariale. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la cause des femmes est gagnante, que les rapports sont transformés et que nous sommes prêts pour la paix des sexes? Ou alors, est-ce qu'il faut affûter les armes, comme le suggère récemment une de ces nouvelles féministes dans un livre qui vient de paraître et qui parle de ces nouveaux féminismes comme des brasiers allumés, des contre-feux dans un monde partout calciné par le patriarcat? Le féminisme peut-il faire l'économie de la radicalité? C'est la question posée sur cette table ronde et nous allons bien sûr tenter d'y répondre avec nos deux invités, Christelle Bannon et Martine Storti. Et nous vous laisserons bien sûr du temps, mesdames et messieurs, pour vous permettre d'intervenir et de questionner nos intervenantes que je vais vous présenter. Christelle Bannon, vous êtes journaliste, auteur de plusieurs romans. Le premier s'appelait « J'oubliais de la tuer » et le plus récent, « Prendre un papa par la main ». Vous êtes également essayiste. Votre livre « Le bal des hypocrites » publié en 2011 a eu un certain retentissement. Vous y abordiez le cas de DSK, Dominique Strauss-Kahn, après son arrestation aux États-Unis pour des faits de violence sexuelle. Vous avez été vous-même victime en 2003 de tentatives de viol de la part de cette personne, un événement sur lequel vous revenez d'ailleurs en ouverture de votre nouveau livre, La paix des sexes, sorti il y a quelques jours aux éditions de l'Observatoire. Vous écrivez « Sur l'échiquier victimaire, je reste une référence. Je suis un cas d'école. Mon histoire valide tous les excès. Je suis devenu le bras armé d'un combat qui refuse toute nuance. Je suis l'arme d'une guerre qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas fier d'avoir été victime. Je n'en ai pas honte non plus. Je ne revendique aucun statut victimaire. Je n'en fais pas profession. J'ai fait ce que je devais faire. C'est un moment de mon histoire personnelle. » Et vous écrivez aussi « Je refuse la guerre des sexes. Elle n'avait de sens que pour imposer l'égalité de nos droits. Il y a de l'honneur et de la dignité à baisser les armes quand on a vaincu, le dernier soldat. » Vous nous direz tout à l'heure où vous vous situez sur l'échiquier du féminisme. Je voudrais aussi signaler la sortie il y a 2 jours en librairie d'un ouvrage collectif que vous avez dirigé avec Rachel Kahn, intitulé « Toute afghane », où on retrouve au générique des textes de Eliette Tabekassis, Elisabeth Badinter, Caroline Forest, Émilie Frech ou Mohamed Sifaoui. Martine Storti, vous êtes une référence et une mémoire du mouvement féministe. Votre parcours passe de la philosophie au journalisme. Vous avez travaillé pendant plus de 15 ans dans le Libé des années 70, et aussi dans F Magazine, un journal féministe, blanc et bourgeois, diraient aujourd'hui certains militants, probablement. C'était un journal qui avait été créé par Claude Servan-Schreiber et Benoît de Groult. Vous avez aussi un parcours en politique,
passé du gauchisme à quelques cabinets ministériels, notamment auprès de Laurent Fabius quand il était Premier ministre. Un engagement évidemment au service de l'État comme inspectrice générale de l'éducation nationale, un engagement au MLF, le Mouvement de libération des femmes. Vous avez été également membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et vous êtes, Martine Storti, l'auteur de plusieurs ouvrages sur le féminisme. Votre dernier livre est sorti en 2020 aux éditions du Seuil, dans la collection La République des idées, dirigée par Pierre-Rose Vallon. Il s'appelle « Pour un féminisme universel ». Je disais, Martine Storti, que vous étiez une référence et une mémoire du mouvement féministe, parce que je trouve qu'il y a dans ce petit livre très précieux un certain nombre de pistes qui nous permettent de comprendre où nous sommes et où nous en sommes. Vous avancez dans le champ de bataille et vous nous expliquez ce qui s'y passe. Je vais vous citer, ensuite je vais vous laisser raconter. Vous dites avoir l'impression d'être prise en otage et vous écrivez « Pour y échapper, il faut se situer sur une ligne de crête, y cheminer dans un geste critique à contre-courant. Se situer n'est pas tant dire un accord ou un désaccord, émettre une opinion que de décortiquer des fonctionnements rhétoriques et intellectuels en ces temps d'affrontements manichéens, de brutalité de réseaux sociaux, d'avidité des chaînes d'information continue pour les positionnements dogmatiques, les provocations, les discours caricaturaux qui divisent avec des effets de buzz et de rendement publicitaire. Ce n'est pas parce que la ligne de crête est un chemin présentant quelques dangers qu'il ne faut pas l'emprunter, une triple nécessité y conduit. J'ai envie de vous demander, au point de départ, quelle est cette triple nécessité, ces trois raisons qui vous ont poussé à faire ce livre. D'abord, merci à la librairie 42 degrés Nord et à vous, monsieur, de m'avoir invité. Et merci à vous d'être venu un samedi matin si tôt et par un temps pas très très chaud. Mais je suis très contente d'être à Mulhouse. Je connaissais l'Alsace, mais sans jamais être venue à Mulhouse. Donc je suis arrivée hier et j'ai pu faire un petit tour dans la ville. Alors pourquoi ce livre? Voilà le début, l'extrait que vous avez lu, d'une certaine façon, il répond. Comme vous êtes gentil de dire mémoire historique, etc., autant dire une vieille bonne femme, en effet, qui a connu le féminisme des années 70, et non seulement qu'il a connu, puisque j'étais à la fois militante du MLF, le MLF à l'époque, Mouvement de libération des femmes, étant pas du tout organisé comme aujourd'hui en association, etc., était du MLF, toutes celles qui se disaient du MLF. Et puis à l'époque, j'étais journaliste, enfin j'ai été prof de philo, puis après j'étais journaliste à Libération, et donc j'ai traité en effet tout ce qui se passait du côté des femmes, aussi bien en France qu'à l'international, à ce moment-là. Alors, ce qui me frappe aujourd'hui, justement, c'est qu'au nom du féminisme, se qualifie de... Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est que le féminisme aujourd'hui est totalement adjectivé, c'est-à-dire on ne dit plus féministe, il faut dire en effet si on est universaliste, différentialiste, décolonial, intersectionnel, intégral, et j'en passe. Donc l'adjectif. D'autre part, ce qui me frappe aussi, je pense que tout le monde ça peut le voir, c'est que le mot féministe recouvre aujourd'hui des positions complètement opposées, c'est-à-dire c'est féministe d'être pour la GPA, comme c'est féministe de ne pas être pour la GPA. Et c'est féministe d'être pour la prostitution et c'est féministe d'être contre la prostitution. C'est qualifié de féministe d'être évidemment favorable à l'avortement, mais c'est aussi qualifié de féministe d'être hostile à l'avortement, ce qui est quand même là assez fort de café, si je puis dire, des choses comme ça. Donc, il y a un moment, on se dit, mais il faut essayer d'y voir clair. Et puis d'autre part, et là, ça serait donc les adjectifs, les oppositions. La troisième raison, c'est que, mais je vais en mettre quatre, hein, on avait dit trois, mais je vais en mettre quatre. La troisième raison, c'est que il y a une instrumentalisation du féminisme dans des camps prétendument opposés. Les uns qui disent le féminisme, c'est l'Occident, donc c'est impérialiste, c'est colonial, c'est blanc, donc c'est pas bien. Et puis les autres qui instrumentalisent le féministe à l'inverse, qui disent oui, oui, c'est occidental, c'est blanc, c'est européen, c'est français, donc c'est formidable. Et les autres,
les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nous, ceux qui ne sont pas blancs, occidentaux, européens, etc., c'est le mal. Et ces positions aujourd'hui qui sont, mon précédent livre s'appelle « Sortir du manichéisme », ces positions complètement manichéennes et dogmatiques, je pense qu'elles ne correspondent pas à la réalité, c'est-à-dire à ce qui se passe en effet dans le monde depuis quelques années. Vous savez, les mouvements féministes, on a beaucoup parlé de vagues féministes, pas tellement une image que je retiens, mais quand même, il y a des moments où il y a des mouvements très importants, puis après, il y a 15 ans, quand des filles ont créé Oser le féminisme, c'était tout à fait scandaleux de se dire féministe. Aujourd'hui, le mot féminisme est devenu compris une marque publicitaire. Mais parce qu'il y a aussi un mouvement qui reprend, alors qu'on peut critiquer, on peut être en désaccord avec plein de choses, mais il faut regarder, il faut sortir d'une vision un peu franco-française. Et il se passe des choses tout à fait importantes dans le monde entier, et notamment, pas seulement, mais notamment, et ça me paraît très très important, autour de la question des violences sexistes et sexuelles. C'est pas juste comme ça des petites affaires françaises ou parisiennes. C'est quand on pense qu'une Chinoise, malheureusement pour elle aujourd'hui, en effet, on ne sait plus où elle est, mais qu'une femme chinoise, qu'une sportive a osé dénoncer un ponte de l'oligarchie chinoise, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Que les viols soient dénoncés en Afrique, en Inde, au Pakistan, dans des sociétés, dans toutes les religions et dans toutes les cultures, c'est un mouvement extrêmement important. Nous, dans les années 70, on avait traité cette question des violences. Le fait que 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, il faille encore les traiter, ça me rend très triste, parce que ça veut dire que c'est un combat sans fin, mais en même temps, ça me réjouit, même si je peux être en désaccord avec telle ou telle chose, je trouve ça assez réjouissant, parce qu'en effet, c'est un combat, malheureusement, qu'il faut toujours mener. Donc au fond, si j'ai fait ce livre, c'est pour essayer d'y voir clair. Je ne prétends pas avoir raison sur tout, mais j'essaie de combattre, en effet, des dérives ou des réécritures de l'histoire, par exemple. Mais je peux peut-être en parler un peu après, parce que il y a bien des critiques en effet à faire. La critique est une chose, le désaccord est une chose. Le désaccord, moi, ça ne me gêne pas. Le désaccord, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le débat et c'est le désaccord. Est-ce que c'est les dogmatismes concurrents? Peut-être moins. Mais surtout, ça n'est pas il y a des bonnes réécritures de l'histoire, si j'ose dire, et il y a des mauvaises réécritures de l'histoire, et je suis prête à dire pourquoi, si vous le souhaitez. On va y revenir évidemment. Tristan Banon, vous ouvrez votre livre en disant « On a vaincu le dernier soldat ». Vous appelez à la paix des sexes dans un moment où on entend des messages sur la détestation des hommes, on entend des discours proches de la misandrie. Est-ce qu'on a vraiment vaincu le dernier soldat ? Non, alors attention, je dis cette phrase dans un cadre bien particulier, c'est-à-dire que c'est pour s'opposer au discours qui voudrait dire que nous sommes dans un sexisme systémique. Or, on va y revenir sur ça. Voilà, les mots ont un sens, et nos aînés, vous êtes énormément battus pour que notre droit consacre l'égalité des sexes. Ça n'est pas le cas au quotidien. Il faut encore énormément se battre, donc à ce niveau-là, il reste pas mal de soldats à faire tomber, mais la loi de notre pays, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, notamment en Afghanistan, et ce livre, voilà, je vous demande à tous de l'acheter parce que tous les droits vont Afghanistan libre, il y a des femmes qui ont besoin de nous là-bas, mais en France, notre droit a consacré l'égalité pleine et entière entre les sexes, le dernier droit sexiste étant tombé en 2006. Donc désormais, on a les moyens de faire appliquer l'égalité au quotidien. Maintenant, au quotidien, ça n'est absolument pas encore le cas, et c'est là où je pense qu'on a tout intérêt à s'unir, hommes et femmes, ensemble, pour faire appliquer cette égalité, dès lors qu'on a les moyens de le faire, dès lors qu'on a l'instrument, puisqu'on a la loi. Et que la loi, c'est quelque chose auquel on peut se référer quand on voit une injustice, une inégalité
au quotidien, on peut s'y référer, la faire appliquer et exiger l'application de cette égalité. C'était autre chose quand on n'avait pas le droit avec nous. Désormais, on l'a. Voilà, c'est pour ça que je dis cette phrase. Vous revenez d'ailleurs beaucoup dans votre livre sur justement tous les droits acquis. Enfin, il y a encore quelques années, les femmes avaient besoin d'une autorisation pour aller travailler, ce genre de choses. Elles n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, elles n'avaient pas le droit de donner leur nom à leur enfant. Ça peut paraître en détail, mais c'est pas rien quand même. Non, il y a beaucoup de droits acquis, notamment grâce à votre génération, et le droit à la contraception évidemment, qui est régulièrement remise en cause. Et voilà, il faut continuer à se battre pour. Mais je pense qu'on a écrit nos livres qui doivent être différents. J'ai malheureusement pas encore lu le vôtre, mais un peu pour les mêmes raisons finalement, qui étaient d'essayer peut-être de resituer le féminisme en dehors de tous ces mots qui sont compliqués, qui ont apparu ces derniers temps, dans un humanisme élémentaire qui devrait être celui de tout le monde et qui doit être appliqué néanmoins avec une certaine nuance, je pense. Je crois que vous utilisez le mot historicité à un moment donné, Martine Storti, pour dire qu'effectivement, on a oublié aujourd'hui, dans le débat de l'époque, de ces 4, 5, 6 dernières années, toute l'histoire du mouvement féminisme et peut-être aussi tout ce que c'est au niveau international. L'oublier, je ne sais pas. En effet, d'abord, c'est bien normal, chaque génération considère que tout commence avec elle. Et nous, ça a été pareil. En 1970, à l'automne 1970, donc vous voyez, autant dire, il y a le Moyen-Âge. À l'automne 1970, il y a un numéro qui est sorti de la revue Partisan qui a été titré Libération des femmes, année zéro. Bon, c'est comme ça. Moi, c'est une revue qui a disparu depuis, qui était éditée par les éditions Maspero, qui est aussi Libération des femmes, année zéro. C'est-à-dire qu'on considérait que tout commençait avec nous, alors qu'en réalité, il y avait plein de combats qui ont eu lieu avant, mais cette histoire-là n'était pas transmise. Je pense qu'elle est un peu plus transmise aujourd'hui, peut-être insuffisamment. Moi qui étais donc lycéenne, puis étudiante à la Sorbonne, agrégative de philosophie, etc., c'est vrai qu'à part Simone de Beauvoir, je n'avais jamais entendu... Par exemple, je n'avais jamais entendu parler de l'homme de gauche. Ce qui est quand même assez... Alors qu'aujourd'hui, pas tout le monde, mais quand même un peu plus de gens savent qui était l'homme de gauche. Donc, moi je distingue cette ignorance d'une réécriture de l'histoire qui consisterait à dire que le féminisme, l'égalité femmes-hommes, c'est une donnée de la France ou une donnée de l'Occident. Non, ce n'est pas une donnée de l'Occident, c'est une conquête. Il a fallu des décennies, des siècles de lutte, et de lutte extrêmement... Alors, je ne sais pas si on parlera de la radicalité, mais de lutte extrêmement forte, je ne vais pas utiliser ce mot radical tout de suite, puisqu'il est très ambigu, pour arriver à ce qu'en effet, au plan juridique, vous avez tout à fait raison, au plan juridique, dans un pays comme la France, le patriarcat n'existe plus. Donc c'est complètement idiot de dire la France est toujours un pays juridiquement patriarcal. Non, le patriarcat a été aboli. Mais ça ne veut pas dire que la société ne l'est plus. Ouais. Le patriarcat n'existe plus dans les lois, en effet, dans l'État, juridiquement. C'est d'ailleurs ce que déplore à longueur de livre l'horrible Éric Zemmour, que comme le patriarcat est mort, c'est que la France est morte en même temps, parce que la France, elle n'est France que si elle est patriarcale. C'est pas patriarcal, elle n'est pas française. Donc, mais dans la société, c'est pas le cas. Donc il faut... et il y a tous ceux qui se drapent dans une égalité femmes-hommes comme donnée de l'Occident minimisent ces combats. Et ces combats, c'est pour ça que ce que j'appelle l'historicité, c'est qu'il y a toujours une histoire, des conquêtes, il y a toujours une histoire des changements, et si les droits ont changé, c'est parce qu'il y a eu des actions, y compris illégales. Je prends juste un exemple, après je laisse le micro. Prenons la question de la conquête du droit à l'avortement dans les années 1970. C'est que l'avortement était interdit, et puis avec la loi Veil en 1975, donc avec des limites, mais enfin en effet, l'avortement n'était plus
était autorisée, même avec des limites, mais c'était une conquête tout à fait importante. Et pourquoi elle a eu lieu? Elle a eu lieu parce qu'à un moment, des hommes et des femmes, surtout des femmes, mais aussi des hommes, ont dit, les femmes ont dit « j'ai avorté », et des hommes ont dit, des médecins ont dit « nous faisons des avortements ». Au risque de voir les flics débarquer chez eux. On est rentré dans l'illégalité. C'est parce qu'il y avait un combat qui assumait cette illégalité que l'avortement a pu être conquis. Le droit à l'avortement a pu être conquis. Et quand Simone Veil a été nommée ministre, son prédécesseur à la santé, qui était ministre de la Santé, M. Poniatowski, qui avait été ministre de la Santé dans un gouvernement précédent, lui a dit, le jour de passation des pouvoirs, « Ma chère Simone, si tu ne fais rien en faveur de l'avortement, tu auras un avortement sur ton bureau. » C'est-à-dire qu'on était sûr, on était dans une situation où la loi n'était plus respectée du tout. Et donc si une loi n'est plus respectée, à un moment, il faut la changer. Mais pour la changer, il a fallu qu'il y ait ces combats. Oui. Donc c'est très important de rappeler qu'en effet, pour gagner quelque chose, il faut se battre. Alors après, toutes les façons de se battre ne sont peut-être pas les bonnes, hein, mais je veux dire qu'il y a toujours un combat, quoi. Vous avez dit tout à l'heure, le patriarcat n'existe plus en France. Il y a aujourd'hui des courants... Légalement. Légalement. Il y a des courants féministes aujourd'hui qui disent qu'il y aurait un sexisme systémique en France. Est-ce que c'est le cas? Et une deuxième question peut-être qui est intéressante aussi, c'est la question de la parité. Est-ce que la parité a avancé des vraies choses? Est-ce que ce n'est pas une révolution inachevée? Je vais peut-être vous laisser intervenir et l'une et l'autre sur ces deux points-là. Non, mais alors, si déjà on veut revenir sur le thème de ces 3 jours, c'est la radicalité, je pense déjà qu'on sera d'accord pour différencier la radicalité du fond et la radicalité de la forme. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend votre exemple de l'avortement, évidemment qu'il y avait une radicalité de la forme, et souvent la radicalité de la forme, elle est inévitable, et on est obligé, entre guillemets, pour utiliser des mots de Jones, de pousser le bouchon très très loin pour obtenir quelque chose. Néanmoins, moi, par exemple, dans mon livre, c'est contre la radicalité du fond que je m'insurge. C'est-à-dire que je m'insurge, non, que je propose une autre voie, en tout cas. C'est-à-dire que je pense que les révoltes, elles sont saines. Et les révoltes, en général, elles visent à dénoncer des inégalités, justement. Et ça, c'est sain et c'est bénéfique. Et ça peut, dans la forme, se manifester par une certaine radicalité. En revanche, penser de façon radicale que l'homme est mauvais, par exemple, comme certaines féministes continuent de le dire, que l'universalisme est masculiniste. L'universalisme étant un idéal d'égalité, si l'idéal d'égalité est masculiniste, alors je voudrais savoir ce qu'est le féminisme. Ça serait un idéal de quoi, si ce n'est pas un idéal d'égalité? Ça, ce sont des idées radicales qui, je pense, n'amènent rien de bon, sont contre-productives. Et d'ailleurs, historiquement, je n'ai jamais vu que des idées radicales mènent à grand-chose, même plutôt le contraire. On a des exemples qui nous viennent tous et qui ne sont pas nécessairement joyeux. Donc voilà, juste ce petit point sur le mot radicalité qui nous réunit tous. On y reviendra après. Ouais. Sur la question du sexisme qui serait systémique, je crois que vous en parlez aussi dans votre ouvrage. Oui, non? Ah mais moi je pense que les mots ont un sens, le sexisme n'est pas systémique, il y a des réflexes et des relents de sexisme qu'on observe autour de nous et qu'il nous appartient à tous de faire tomber, dire... c'est assez confortable finalement la radicalité de certaines féministes qui, dès qu'il se passe quelque chose, disent on est dans une société patriarcale, l'État est phallocrate et de toute façon l'État n'a rien à faire de la position des femmes. C'est très simple, ça permet de ne pas trop réfléchir à chaque problème et de se dire on a un ennemi héréditaire de tout temps qui est l'homme et comme de toute façon en grande proportion c'est l'homme qui dirige, et c'est de sa faute. Sauf que je pense que les questions sont bien plus complexes et qu'effectivement, il y a au quotidien, il y a dans notre vie, que ce soit au niveau de l'égalité salariale, que ce soit au niveau du comportement de certains face aux agressions sexuelles, aux violences sexuelles, que ce soit sur tout un tas de questions, même d'éducation, on a évidemment un problème de sexisme quotidien qu'il faut vouloir combattre, que contrairement à ce que disent ces féministes, au forceps peut-être,
mais l'État aide à combattre de plus en plus, tout phallocrate et patriarcal soit-il. Je constate que, comparé à, par exemple, si je prends mon expérience personnelle, comparé à 2011 quand j'ai porté plainte contre Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui, tous les officiers de l'ordre public, tous les gardiens de la paix, tout le personnel et toutes les forces de l'ordre reçoivent 120 heures de formation pour réceptionner la parole victimaire. On peut trouver que ça ne suffit pas, c'est quand même quelque chose. Il y a des expériences qui sont faites régulièrement. Là, Gérald Darmanin, qui est très décrié, voilà, je ne suis pas là pour me positionner sur Gérald Darmanin, pour lequel je n'ai pas une grande affection par ailleurs, même si je ne le connais pas, avec Marlène Schiappa, expérimente jusqu'à la fin de l'année la plainte chez autrui. Ce qui est quand même pas rien, puisque ça permet aux femmes qui n'ont pas nécessairement le courage et la force d'aller jusqu'au commissariat, de pouvoir faire venir le commissariat à elles, que ce soit chez une assistante sociale, que ce soit chez elle, chez une amie, on vient prendre leur plainte chez eux. Il y a tout un tas d'expériences qui sont faites comme ça, et qui nous appartient à tous de pousser, et on peut aussi, quand on constate des inégalités salariales dans une entreprise, par exemple hommes et femmes, on peut tout à fait aller voir la direction en leur disant vous n'appliquez pas le droit, et si vous continuez à ne pas l'appliquer, ben on va faire venir la loi jusqu'à vous. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est pas rien cette possibilité, c'est une possibilité que celle qui était avant nous n'avait pas. Donc non, dire qu'on est dans une société patriarcale, dans une société au sexisme systémique organisé par des dirigeants qui installeraient un patriarcat, je n'y crois pas, et je pense que ça joue contre nous parce que ça dresse des oppositions. Et moi, j'ai rencontré plein d'hommes depuis la sortie de ce livre, et je reçois plein de messages d'hommes qui se sentent féministes et qui se sont toujours sentis féministes et qui me disent merci parce que tout d'un coup, ils ont l'impression de compter de nouveau dans l'équation, alors que jusqu'à présent, on les regardait comme des ennemis héréditaires. Et c'est, enfin, de toute façon, arithmétiquement, c'est quand même un peu idiot. On s'aliène la moitié de l'humanité, c'est pour parvenir à quelque chose, c'est dommage. Je vous vois réagir, Martine Storti. Sur les hommes, ce que je dise, faut-il les déconstruire? Alors, non, je ne reprends pas toutes les expressions qui peuvent être utilisées en effet par les unes ou par les autres. Il faut distinguer deux choses, si vous voulez. Que les hommes, mais sont les bienvenus, que ceux qui se disent féministes, qui sont en effet pour l'égalité femmes-hommes, pour l'émancipation des femmes, pour accroître la place des femmes, tout ce que vous voulez, mais bien sûr, mais qu'ils viennent. Cela dit, vous voyez, merci aux hommes qui sont venus là, mais enfin, je constate que majoritairement, quand même, c'est beaucoup plus de femmes que d'hommes, et d'ailleurs, c'est assez fréquent encore maintenant, parce que, en effet, quand vous faites un débat sur le féminisme, sur la place des femmes, etc., en général, soit il n'y a pas d'hommes du tout, soit il y en a quelques-uns, mais c'est quand même jamais la majorité du public. Donc bienvenue aux hommes qui veulent en effet... Ils sont pas une vingtaine quand même aujourd'hui. Non, mais c'est très bien. Bon, de toute façon, quand dans les années 70, le MLF, nous avons fait en effet des réunions en non-mixité de sexe, donc je les assume complètement, c'était parce qu'on constatait qu'un certain nombre de choses ne pouvaient jamais être dites en présence des hommes, ou bien que quand il y avait des hommes, ils prenaient toujours la parole. Toutes les filles du MLF venaient du gauchisme, j'en suis, moi aussi j'étais 68 ans, et je l'assume comme étant des moments extraordinaires de mon existence, mais juin 68, n'est-ce pas? Mais voilà, quelles sont les images féminines qui restent de mai 68? Pas grand-chose, alors qu'en fait on était très présentes et il y avait beaucoup de femmes qui participaient aux assemblées. Moi-même j'étais une oratrice des AG de philo à la Sorbonne. Donc, et quand j'étais journaliste à Libération, le pouvoir des hommes était beaucoup plus important, alors qu'il y avait pas mal de femmes qui étaient à la rédaction. Donc bienvenue aux hommes si vous voulez être féminine. Mais sur les mots, vous dites à juste titre, Tristan, les mots ont un sens. Alors, moi, radicalité ou radical, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire d'ailleurs. Votre distinction entre la forme et le fond, je la comprends, et en même temps, je suis un peu sceptique parce que on est toujours le radical de quelqu'un ou le non-radical de quelqu'un, si vous voulez. C'est-à-dire que radical pour les uns, c'est exagéré, toutes les exagérations sont qualifiées de radical ou de radicalisme.
Pour les autres, vous connaissez la fameuse définition de Karl Marx, être radical, c'est prendre les choses à la racine. Mais c'est quoi la racine? Alors pour certains, la racine, ça va être le patriarcat, pour d'autres, la racine, ça va être le capitalisme, pour d'autres, la racine, ça va être les religions. Donc, c'est assez compliqué de savoir où on situe la racine. Je vous interromps juste Et sur 2 minutes. systémique, juste un mot sur systémique. Si c'est pas rail systémique, c'est comme ça une série de mots qui sont très à la mode et médiatiquement très à la mode. Mais qu'est-ce qu'on met derrière systémique? En effet, je suis d'accord avec vous, je ne pense pas que le sexisme soit systémique en France, au sens où il y aurait un État, une organisation. Comme on sait qu'est-ce que ça veut dire un État antisémite, par exemple. Il y a des lois antisémites, il y aurait des lois sexistes, mais il faut bien continuer voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire que 50 ans plus tard, ou 45 ans plus tard, sur la question du viol et des violences, qui est un combat qu'on avait mené, moi je m'en souviens, c'est un combat très important. Il y a quand même eu beaucoup de progrès. Oui, mais qu'il y ait des progrès, mais qu'il faille quand même encore aujourd'hui faire des manifestations contre les violences. Dire que la loi que vous avez souligné à juste titre est quand même très mal appliquée. Dans les commissariats, il y a des femmes qui sont très bien accueillies. On a plein de témoignages aussi qui montrent que c'est pas vrai partout. Porter plainte, 9 fois sur 10, la plainte n'est pas reçue. Donc ça n'est pas systémique, mais de fait, les choses continuent. Même si en effet il y a eu des progrès, même si c'est amélioré, je comprends que des filles beaucoup plus jeunes que moi je crus qu'on avait marqué des points en effet sur la question des violences, mais je comprends que des filles plus jeunes, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elles disent, mais vous en avez repris le combat. Vous en avez marqué, puisque la définition du viol, telle qu'elle dans le droit, elle date, il me semble, de 81, donc vous en avez marqué, puisqu'avant, le viol, la qualification de viol était plus ou moins laissée à discrétion du juge, et ça dépendait essentiellement de la violence, donc c'était quand même très limitatif. Ah non, mais ça c'est très important, mais... Donc petit à petit, il se... Mais, cher Tristan, le constat des progrès, qui est juste, ne doit pas nous amener à dire tout va très bien. Oui, il y a d'autres combats à mener. Les choses vont mieux, mais d'une part. Et d'autre part, encore une fois, mais je crois que vous le faites, vous participez à ce livre sur les femmes afghanes. Moi-même, je suis allée souvent en Afghanistan et j'ai contribué, après la chute des talibans, à la reconstruction d'écoles de filles. J'ai rencontré plein de femmes afghanes, j'ai fait beaucoup de missions là-bas. Malheureusement, après, les choses sont... Il y a eu un espoir formidable à partir de 2002, après le départ des talibans de l'époque. C'était formidable de rencontrer ces femmes. Et justement, par rapport à celles qui expliquent au différentialisme absolu entre les cultures, moi, quand j'étais en Afghanistan pour reconstruire des écoles de filles, j'étais avec ces profs, ces institutrices, qui avaient continué à enseigner aux filles clandestinement dans les caves, dans les garages, sous les talibans. Ça se fait même maintenant, ça a repris là. Et ça redémarre maintenant. Il y avait moi qui avait été prof de philo, et puis elle qui était institutrice, et alors il y avait la différence de langue, ça c'est sûr. Elle ne parlait pas français, moi je ne parlais pas leur langue, mais voilà, c'était des profs, des ex-profs qui étaient sur cet enjeu fondamental de la scolarisation des filles. Mais si on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en effet, ce qui est formidable, je trouve, c'est qu'il y a partout, des hommes et des femmes et des hommes qui se réclament de cette lutte pour l'égalité, et dans des conditions beaucoup plus difficiles. Alors pour le coup, en effet, que nous, même si tout n'est pas rose ici, mais parce qu'elles risquent beaucoup, elles risquent leur vie, elles risquent la torture, elles risquent l'assassinat, etc. Mais il y a des mouvements partout, ça il faut le regarder, c'est quelque chose de relativement nouveau. Hein. Je vais juste vous citer, parce qu'effectivement on a parlé des femmes afghanes, et vous venez de faire comme ça un petit tour du monde, juste lire un tout petit extrait. Vous parlez du féminisme universel. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir. Il est dans le combat des Iraniennes contre le voile obligatoire, dans celui de milliers de femmes africaines contre les mutilations sexuelles,
des Polonaises et des Argentines pour le droit à l'avortement, des Mexicaines et des Françaises contre les féminicides, des Brésiliennes noires et blanches contre le suprématisme patriarcal du président Bolsonaro, il est dans les luttes des Tunisiennes, on parle de l'Inde, du Bangladesh, des Chiliennes, des Marocaines. Ah, c'est bien ça, hein, c'est bien. Je recommande vraiment ce livre. Je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a un féminisme, vous utilisez des mots différents, hein, féminisme universaliste, féminisme universel, mais c'est pareil. Enfin, est-ce qu'il y a un féminisme des Lumières? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des féminismes irréconciliables, comme il y aurait une gauche irréconciliable? Alors moi, en tout cas, j'ai coutume de dire que je peux, parce que depuis tout à l'heure, on parle de différents mouvements féministes. Au bout du compte, on est, je pense, toutes d'accord sur les constats, et si nos opinions divergent, parfois, c'est plus sur les solutions à y apporter. Néanmoins, vous avez parlé au tout début de notre conversation de certains féminismes ou en tout cas de certaines personnes qui se revendiquent du féminisme, qui finissent par jouer parfois contre leur camp. Ou c'est vous qui avez lu un morceau de votre livre, je ne sais plus. En tout cas, à un moment, on a parlé de ça. Voilà, moi, c'est la seule limite. C'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir une pluralité de féminismes qui, toutes, décident de se trouver un adjectif pour les qualifier, de se trouver toute une sémantique et un vocabulaire, parce qu'il y a aussi des carrières qui se construisent là-dessus. Donc, on organise tout ça de façon très structurée pour justifier que ça devienne un métier d'être féministe. Néanmoins, il y a certains féminismes qui, en tout cas, vu de mon petit bout de balcon, jouent contre les femmes. Et là, il y a quand même un problème. Et là, vous parliez des Afghanes, le féminisme intersectionnel qui est cette idée qui a consisté, qui est une belle idée au départ, de dire qu'on peut être victime de sexisme en tant que femme, mais on peut également, en même temps, être victime de racisme parce qu'on est une femme noire, être victime de racisme et d'antisémitisme parce qu'on serait une femme noire juive, enfin voilà, et de grossophobie. Bon, tout ça fait qu'il y a eu tout un tas de... Alors c'est péjoratif de le dire comme ça, mais de clubs victimaires qui se sont serrés les coudes, partant du principe qu'ensemble on est plus fort. Jusque-là, tout allait bien, sauf que quid du moment où un réflexe féministe va s'opposer à un réflexe de lutte antiracisme, ou va s'opposer à un réflexe de lutte antisémite. Concrètement, quid de Mila? Que fait-on de Mila, qui aurait dû normalement éveiller toute la capacité insurrectionnelle des féministes, parce qu'on avait là une jeune fille de 16 ans qui, pour un mot qu'on peut juger pas aimable, tout ce qu'on veut, mais néanmoins légal, puisqu'elle n'a fait que blasphémer et mettre son doigt manucuré dans les fesses d'un dieu qu'on est libre de croire ou pas, quid de cette jeune fille qui se retrouve menacée de mort, déscolarisée, sans vie depuis 2 ans, puisque maintenant elle a 18 ans, qu'elle n'a toujours pas de vie normale, et que les féministes, quand elles la soutiennent, c'est à mots très très bas, et parfois et très souvent ne la soutiennent pas du tout, et même pour certaines, on fait publicité du fait qu'elles ont refusé leur soutien, parce que ça pourrait vexer ou déranger, d'ailleurs on se demande pourquoi, mais bon, des musulmans, dès lors que certaines personnes considèrent qu'elle a tenu des propos islamophobes, ce qui n'est pas le cas, mais elle n'a jamais tenu de propos islamophobes, et il faut aussi s'attaquer à cette idée et à ces attaques en racisme et en islamophobie qui sont fausses. Donc là, il y a quelque chose qui moi, me heurte, c'est-à-dire comment peut-on se revendiquer d'un féminisme qui apporte un soutien à géométrie variable selon la nature de l'agresseur. Et là, il y a quand même quelque chose qui, du coup, va au-delà de la simple querelle de chapelle, qui consiste à se revendiquer comme étant féministe et à ne pas être féministe dans toutes les situations. Notamment sur l'Afghanistan. Les mêmes ont été très douces au sujet, et silencieuses. Pas silencieuses, parce qu'elles ont parlé, elles se sont élevées contre Macron au moment de la prise de Kaboul par les talibans. Donc j'aurais préféré les voir condamner le régime taliban et le sexisme de ces gens-là. Merci. Juste une parenthèse, Mila, on en parlera ce soir à 17h dans la salle en face avec Richard Maca.
Vous parlez, Martine Storti, des pseudo-figures de radicalité, des effets régressifs des prétendues radicalités. C'est le titre de 2 chapitres importants de votre livre. Est-ce qu'il y a une dérive communautariste aujourd'hui dans certains mouvements féministes de mettre des gens dans des cases, en fait Oui, sûrement. Alors, reprenons un petit peu depuis le début. En effet, il y a des articulations, des croisements, l'intersectionnalité, au départ, c'est quelque chose de très bien. C'est un concept très fructueux. Et c'est pas parce que c'est une américaine qu'il a. Vous voyez, dire c'est américain donc c'est pas bien, ou bien dire c'est pas américain, bon, tout ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est regarder le contenu des idées, quelle que soit leur origine. Parce que les Américains aussi peuvent trouver qu'il y a plein de trucs français qui sont vraiment nuls parce que c'est français. Donc sortons de tout ça. Dire qu'en effet il y a des oppressions, des discriminations, etc. qui se croisent, qui s'additionnent, qui se renforcent les unes les autres et qu'il faut les combattre en même temps. Moi, je suis pour ce concept d'intersectionnalité comme concept. Et d'ailleurs, dans les années 70, nous étions intersectionnels sans le savoir, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, puisque, par exemple, il y avait la coordination des femmes noires, et il est faux de dire, comme le disent certaines, que nous avons été indifférentes au racisme, parce que indifférentes à la coordination des femmes noires. Ça, c'est une réécriture de l'histoire, c'est complètement faux. Moi, je connaissais très bien Awatiam qui a cofondé la coordination des femmes noires, et on savait qu'il fallait, en effet, qu'il y avait des femmes victimes de racisme et victimes de sexisme. Bon, je passe là-dessus parce que c'est une telle évidence que, bon, enfin, il faut le rappeler. Mais à l'usage, l'intersectionnalité, dans son usage militant, surtout militant en effet, peut, on le constate tous les jours, la focale, alors que l'intersectionnalité dit on articule race, classe, genre, hein, c'est les 3 enjeux qui sont souvent mis en avant, en effet, la focale race l'emporte sur les autres. Et ça peut, pour certains ou certaines, après tout, pourquoi pas considérer que le combat contre le racisme est plus important que le combat contre le sexisme. Mais alors il faut le dire, il ne faut pas faire croire qu'en combattant d'abord le racisme, on combat d'abord le sexisme. C'est pour ça que je parle de radicalité régressive, parce que ça me paraît revenir à ramener le féminisme à un front secondaire, à un enjeu secondaire, ce qu'il a toujours été. Je ne parle pas de la droite, qui n'était pas du tout féministe, mais ce qu'il a toujours été dans l'histoire, dans les mouvements de gauche et d'extrême gauche. Oui, que l'on prenne le socialisme, que l'on prenne le gauchisme, que l'on prenne le communisme, que l'on prenne les multiples formes du marxisme-léninisme, l'émancipation des femmes, d'accord, mais après. Après la Révolution, après la prise du pouvoir, plus tard. Et qu'est-ce qu'on a fait dans les années 70 ? On a dit non, c'est pas après, c'est maintenant. C'est pas l'émancipation après la Révolution, c'est pas de révolution sans émancipation des femmes. Et donc on a dit, nous ne sommes pas la contradiction secondaire, nous ne sommes pas le front secondaire, nous sommes non pas le front principal, mais nous sommes au rang des fronts principaux. Et on s'occupe de nous-mêmes. Et c'est pour ça que moi je plaide l'autonomie des mouvements d'émancipation des femmes. On peut s'allier avec d'autres combats. Je suis pour l'alliance avec d'autres combats. Bien sûr qu'on peut s'allier dans un combat raciste, qu'on peut s'allier dans un combat contre le racisme, dans un combat contre le capitalisme, ou dans un combat contre l'islamisme, etc. Mais ou contre le colonialisme. Mais pas en subordonnant la lutte des femmes. Et je trouve intéressant, si vous voulez, par exemple, si vous regardez ce qui s'est passé en Algérie il y a quelques années dans les manifestations contre le pouvoir algérien, les féministes, c'est très important, ont constitué au sein des manifestations, elles étaient d'accord pour manifester contre Bouteflika, mais elles ont constitué des carrés féministes. Et donc, elles étaient dans un combat commun, mais elles avançaient avec leurs propres revendications. Et ça n'était jamais arrivé dans un pays comme l'Algérie. Ce qui est très important, c'est que ça soit arrivé dans un pays comme l'Algérie.
Donc je défends les alliances, mais pas la subordination. Maintenant, mais l'intersectionnalité impose la subordination nécessairement face au cas d'espèce. Elle l'impose dans une dérive dans la pratique, en fait. Dans la pratique. Mais voyez, Tristan, quand vous dites on ne peut pas dire les féministes se sont tues par rapport à ce qui se passait en Afghanistan et au retour des talibans, etc. Il y a des féministes qui ont fait des choses, mais bien sûr, je parle. Et des féministes qui n'ont rien dit. Les néo-féministes, il y a des tas de gens de gauche qui ont fait des choses et des tas de gens de gauche qui n'ont rien dit. Voyez ce que je veux dire. Dans mon livre, je précise toujours que c'est des féministes et évidemment pas toutes. Ne globalisons pas. C'est pour ça que je récuse moi personnellement le terme de néo-féministe, parce que je le trouve trop globalisant. Qu'il faille critiquer tel ou tel courant ou telle dérive, oui, mais le mot néo-féminisme aujourd'hui, l'adjectif, le substantif néo-féministe est utilisé pour désigner tous ceux avec quoi tel ou tel n'est pas d'accord. Alors ça va de l'écriture inclusive, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à la caution à l'islamisme, au terrorisme islamiste, si vous voulez. Donc ça n'est pas acceptable. Non, sur l'islamisme, c'était surtout le féminisme intersectionnel, très clairement. C'est elles qui se sont tues. C'est celles qui se revendiquent de l'intersectionnalité. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des féministes. Non. On ne peut pas assimiler. Non, ça je suis désolée, je suis désaccord. On ne peut pas assimiler l'intersectionnalité à l'islamisme. Ah non, j'ai absolument pas dit ça. J'ai dit que sur l'Afghanistan, ce sont les féministes qui se revendiquent de l'intersectionnalité. Et encore, je ne parle pas de celles du quotidien, je parle de celles qui ont des porte-voix médiatiques. Ce sont elles qui se sont tues. Alors, il n'y a pas un exemple. Je pense que c'est pas celle qui se revendique forcément de l'intersectionnalité. Je crois qu'il faut distinguer, pardon de rentrer un peu dans les détails, mais je pense qu'il faut distinguer intersectionnalité et décolonial. C'est pas la même chose. Le décolonial, d'ailleurs, n'est pas forcément intersectionnel, parce que vous avez les indigènes de la République qui sont sur l'idéologie décoloniale, sont absolument opposés à l'intersectionnalité, précisément parce qu'ils estiment que l'intersectionnalité fait passer le féminisme avant l'antiraciste. Mais dans les mouvements féministes, il n'y a pas de mouvement féministe dit décoloniaux, ça c'est les mouvements antiracistes. Il y a un mouvement décoloniste dit intersectionnel qui recoupe les idées décoloniales parfois. En tout cas, ce sont elles qui se sont tuées, ça c'est un fait, c'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder. J'ai aucun exemple. Non, alors juste un mot sur décolonial, justement pour préciser, pour qu'il n'y ait pas de... Parce que décolonial, c'est différent de post-colonial. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en effet, dans un pays qui a été colonisateur, c'est le cas de la France et de plein de pays européens, et pas que européens d'ailleurs, il y a encore des traces, des effets de ce qu'a été le colonialisme, c'est tout à fait vrai. Décolonial, c'est autre chose. L'idéologie décoloniale, c'est une idéologie qui vous dit l'Occident, donc l'Europe, donc la France, l'Occident tout entier est impérialiste, colonialiste, esclavagiste, raciste, et il n'est que ça. Et il n'est que ça. Que raciste, comme si l'Occident n'était pas à la fois, en effet, raciste, décolonial, impérialiste, esclavagiste. C'est ce que j'appelle les pensées radicales. Mais aussi antiraciste, anticolonialiste, etc., etc. Vous voyez, je prends toujours la comparaison avec Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. J'ai beaucoup aimé dans ma vie Jean-Jacques Rousseau, si je puis dire les choses comme ça, parce que quand j'ai fait des études de philosophie, j'ai fait mon mémoire sur la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est le philosophe qui a assigné les femmes à l'espace domestique. Les femmes, elles ne sont pas dans le public, elles ne doivent pas faire de politique, elles ne doivent pas sortir de la maison, elles ne sont que des mères de famille, et assignées à la maison, à l'espace domestique, interdites d'espace privé. C'est terrible, parce qu'il nous enferme. Mais en même temps, Rousseau est celui qui a produit des concepts sur le contrat social, sur l'égalité, qui sont des instruments, des outils de lutte contre ce que précisément il préconise, si vous voulez. C'est ça que, sans doute vous aussi, nous appelons la complexité. C'est-à-dire que les choses, c'est jamais blanc ou noir. D'où l'importance de la nuance. Il y a du blanc, il y a du noir, du jaune, du vert, du rouge.
Comme là, ils sont bleus, mais je viens d'acheter une boîte de masques, ils sont verts, rouges, jaunes. On va ouvrir aux questions du public, juste pour clore votre faux petit désaccord, parce que ayant lu vos deux livres, et je vous recommande de lire ces deux livres, vous êtes vraiment très très proches. Enfin, voilà, on est dans des petits détails. Donc je vous propose peut-être à ceux qui souhaitent poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un micro? Parce que Madame, je suis un petit peu... je vais venir moi. Oh non, mais j'assume, Merci, bonjour à toutes les deux. Et merci beaucoup. Le masque, ah super, je pense au masque. Justement, à propos de ces différents mouvements dans le féminisme, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part ça divise la lutte pour les femmes et que pour une personne comme moi, ou peut-être comme d'autres dans la salle, s'engager auprès des femmes avec ces différents mouvements, ça rend la lutte des fois assez illisible et finalement de se diviser, quelle voix on arrive à porter. Voilà, je vous laisse répondre. Merci. Alors, en ce qui me concerne, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est-à-dire que je trouvais très compliqué, moi, quand des journalistes me demandaient si je me sentais féministe, il y avait toujours un moment de silence, parce que j'ai toujours dit, depuis 20 ans que j'écris des livres, depuis 10 ans que j'ai porté plainte contre M. Strauss-Kahn, j'ai toujours dit que pour moi, le féminisme était un humanisme élémentaire. Et j'ai toujours vécu comme ça, et je pense que la plupart des êtres humains qui ont une conscience des choses sont féministes, ou comme ils sont humanistes de toute façon. Et là, il y a eu tout à coup tout un tas de chapelles qui, chacune pour se différencier, je pense, les unes des autres, se sont de plus en plus radicalisées, parce que la radicalisation permet aussi la différenciation d'avec l'autre. Et je m'y retrouvais plus du tout. Et après avoir discuté avec beaucoup de gens, vraiment, mais des gens dans la rue, vraiment, des gens qui me parlaient de ces questions-là, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème, parce qu'il n'y avait finalement pas d'offre, entre guillemets, apaisée, et qui allait juste dans le sens de l'humanisme. Parce que pour moi, le féminisme, ça n'est que ça, c'est vouloir l'égalité quotidienne et l'égalité évidente entre les hommes et les femmes. Donc oui, je pense qu'évidemment, le fait qu'il y ait tout un tas de chapelles comme ça ne fait que diviser, et plus encore quand toutes ces chapelles sont d'accord pour une chose, c'est de diaboliser l'homme, parce qu'alors on redivise la division, hein, comme ça on est bien sûr d'être chacun de son côté, et voilà, et à mon petit niveau, j'ai voulu proposer de regrouper entre guillemets les forces. Je le répète souvent dans mon livre, et je le pense, aliéner la moitié de l'humanité pour parvenir à quelque chose, c'est une aberration. Donc déjà, on va se réconcilier avec les hommes, et ensuite arrêter de se radicaliser de façon à se retrouver sur des compromis, parce que le problème de la radicalisation, c'est qu'elle interdit le compromis. Et si on ne peut pas faire de compromis, on ne peut pas s'unir. Pour moi, c'est l'évidence. Donc, soyons nuancés, apaisés, regroupés, alignons. J'ai essayé de le faire, mais c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Alignons tous les endroits où le sexisme demeure, toutes les luttes qui restent à mener, et menons-les tous ensemble. Voilà, moi ça me paraît une évidence, et évidemment que tous ces petits groupes féministes ne font que fracturer et la société et la cause. Après, je sais que ça n'est pas politiquement correct de le dire, mais il y a aussi des carrières derrière tout ça. Il y a chacun de ces petits groupes féministes ont des leaders, ont des organisations vraiment qui sont structurées un peu comme des partis politiques finalement, et il y a aussi des volontés carriéristes derrière tout ça. Donc elles n'ont, souvent c'est des femmes, mais elles n'ont pas la volonté de se nuancer, puisque leur radicalisme permet de continuer à diriger un groupe, et que c'est l'essence, enfin elles ont construit leur carrière là-dessus. Donc voilà. C'est parti. Alors, oui, alors moi, encore une fois, je ne suis pas absolument contre les désaccords, parce que
Le féminisme, ce n'est pas le parti bolchevique, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas le doigt sur la couture du pantalon à devoir obéir à ce qu'est la ligne juste. Il y aura une ligne qui serait juste et puis les autres qui seraient toutes condamnables. Et d'ailleurs, c'est aussi le fait qu'il y a les réseaux sociaux, le fait qu'il y a les chaînes d'infos en continu, et tout ça qui fait que la moindre petite connerie ou énormité, on a dit plein de conneries dans les années 70, vous comprenez. Moi-même, j'en ai dit. Hein. Et quand j'ai crié CRSSS quand j'étais 68 ans, j'assume 68, mais enfin CRSSS, c'était quand même assez con, faut bien le dire. Mais j'allais pas à la télé, j'étais pas sur les réseaux sociaux, on faisait pas un tweet et Instagram et tout ce que vous voulez pour dire ah là là, regardez, c'est bon. Donc aujourd'hui, la moindre connerie peut être exponentielle en termes de diffusion. Donc ça arrange pas tellement pour les débats. Donc être en désaccord, on ne demande pas aux sociétés. Est-ce que tous les socialistes sont d'accord entre eux? Est-ce que tous les républicains, la droite, les LR, est-ce qu'ils sont tous d'accord entre eux? Est-ce que tous les communistes sont d'accord entre eux? Non, pas du tout. Donc pourquoi les féministes devraient être tous d'accord sur tout? Je ne pense pas que c'était l'objet de la question. Non, mais quand même, rappelons-le si vous voulez, parce que cette interpellation, c'est pas votre cas, mais cette interpellation des féministes comme quoi, regardez, elles sont féministes, elles sont pas d'accord entre elles, ça suffit, quoi. Je veux dire, on a le droit d'être en désaccord avec la voisine d'à côté qui est féministe aussi. Donc, encore une fois, les désaccords, oui. Les entreprises de brouillard, de brouillage, de réécriture de l'histoire, de déformation, non. Mais pour répondre à votre question, en effet, dans mon livre, pourquoi je l'ai appelé pour un féminisme universel, c'est que cette ligne de crête que je défends, que je prône, j'essaie de proposer une autre voie que ces dogmatismes concurrents. Et sur quoi? Sur l'en commun des femmes. Plaidons la cause de l'en commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Il faut bien remarquer que, encore hélas, aujourd'hui, le principal en commun des femmes, c'est la question du corps. C'est la question de la domination du corps des femmes, que ce soit par la Pologne qui refuse l'avortement ou tel autre pays, que ce soit les violences, que ce soit le sexisme. C'est toujours l'enjeu de la place du corps des femmes. C'est en commun, c'est ça qu'il faut combattre. Il peut y avoir en effet un en commun. Plaidons la cause de l'en commun plutôt que la cause des différents et des différences. Donc, l'en commun des femmes autour de la question du corps, et c'est pour ça que je me réjouis quand même de tout ce qui se passe autour des violences, etc., parce que ça montre deux choses. Vous savez, je crois que, encore hélas aujourd'hui, au fond, les hommes, les garçons, les hommes, assez encore majoritairement, il y a cette idée qu'ils ont le droit de céder à leur désir, alors que les femmes doivent céder sur leur désir. Et qu'est-ce que c'est le sexisme ou les agressions? C'est de dire, ben oui, j'ai le droit finalement. Moi j'ai été très frappée, je ne sais pas si vous avez lu l'enquête, les témoignages des femmes là, à propos de Patrick Poivre d'Arvor. Ce qu'elles racontent, ce qui m'a le plus frappé dans ce qu'elles ont dit à la télé, ce qui est écrit dans Libération, c'est ce qu'elles racontent est épouvantable, etc. Mais c'est surtout l'espèce d'impunité que Patrick Poivre d'Arvor, dans sa tête, avait. C'est-à-dire qu'il considérait que finalement faire ça, c'était pas grave. C'était dans l'ordre des choses, et c'est ça qui est assez... Plus encore, il y avait tout un système organisé autour de lui pour rendre ça possible. Voilà, et tout le monde le savait, parce qu'apparemment tout le monde le savait, et voilà. Et ben, c'est ça, on cède à ses désirs, tandis que nous, on doit céder sur nos désirs, enfin, un peu moins maintenant qu'avant, heureusement, mais quand même. Et cette espèce de sentiment d'impunité, il renvoie en effet à cette domination du corps des femmes, et je trouve que cet en commun-là qui se met en scène un peu partout dans le monde me rend assez optimiste, même si, comme vous, je déplore un certain nombre de dérives ou d'exagérations. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Tristan Manon ou Martine Storti? Monsieur, oui. Je voulais revenir justement sur la question du systémisme, parce que tout à l'heure, vous disiez que en fait, il n'y avait pas de sexisme systémique. Et là, vous venez de dire exactement l'inverse. Et
du coup, ça me questionne. Et en fait, c'est quoi le systémisme? Il faudrait poser la question. Et le systémisme, c'est pas le système politique en place par un État, etc. En fait, ce que veulent dire les différents féminismes, c'est le systémisme, en fait, c'est tout un tas de comportements qui sont comment dire, ancrés chez les hommes. Et du coup, là, il y a une contradiction en fait qui me questionne, et je voulais juste la relever. Voilà. Alors, il n'y a pas de contradiction, c'est-à-dire que systémique, c'est pas ce qu'elles veulent dire ou ce que d'autres veulent dire, c'est que ça a un sens. Systémique, ça veut dire que c'est une organisation sociale. Donc, elle peut venir d'un gouvernement, elle peut venir d'une royauté, elle peut venir de ce que vous voulez. C'est qu'il y ait des réflexes sexistes. D'abord, je ne pense pas que l'organisation présumée, en tout cas autour de Patrick Poivre d'Arvor, soit transposable partout. Tout le monde n'est pas Patrick Poivre d'Arvor et vous ne l'êtes pas, par exemple. Donc vous êtes la preuve que tout ne s'organise pas comme ça s'est organisé autour de lui, ou en tout cas comme ça se serait organisé autour de lui. Mais néanmoins, systémique, c'est qu'il y a un système organisé. C'est la définition. C'est-à-dire que les mots ont un sens. Quand on parle d'un sexisme systémique qui a d'ailleurs pu exister, il a existé d'ailleurs, pendant très longtemps, les lois françaises ont consacré à longueur de droit des différences entre les hommes et les femmes. Donc là, il y avait effectivement un sexisme systémique organisé légalement et qui régissait le fonctionnement de la société. Mais ça n'est pas un système, ce sont des réflexes. Un système, c'est un ensemble de pratiques, c'est la définition. Oui, mais systémique, ça veut dire qu'on organise un système, c'est pas le cas. Le systémique peut simplement être le fait que des pratiques qui sont en place depuis des dizaines d'années, sans que, pendant longtemps, on les remette en question. En fait, la définition de sexisme ou de racisme systémique, c'est cet ensemble de pratiques qui, pendant très longtemps, n'ont pas été remettées. Par exemple, vous parlez de racisme systémique. Un racisme systémique, ça a existé d'ailleurs, c'est une organisation au sein de laquelle les hommes n'ont pas les mêmes droits que les femmes, que les hommes n'ont pas accès à certains bars, à certains métiers, à certaines possibilités. Les Noirs, pardon, on parlait de racisme, excusez-moi. Racisme légal, celui effectivement qui est l'institution juridique. Or, légal et systémique ne sont pas les mêmes choses. Et système et systémique ne sont pas les mêmes choses non plus. Oui, mais quelque chose qui est systémique, c'est quelque chose qui organise ce système. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. On ne nous mettra pas d'accord sur la définition des termes, c'est pas très grave. Martine Storti. Je n'ai pas tout à fait entendu ce que vous avez dit, madame, juste derrière, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait distinguer un systémique en droit et un systémique en fait? Et donc, voilà, il n'y a pas de systémique. Il n'y a pas un sexisme systémique en droit aujourd'hui en France, de fait, et sans être complotiste, en penser que quelqu'un l'organise quelque part et qu'on ne saurait pas qui c'est, de fait, dans bien des endroits, hélas, et regardez là la pétition des 283 femmes sur ce qui se passe dans le monde politique, parce que, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les choses se disent, c'est-à-dire que je reconnais que ma génération, sur cette question, autant on a lutté contre le viol et contre le harcèlement assez fort, mais je reconnais bien volontiers que les filles de mon âge ont toléré un certain nombre de choses, y compris dans les rangs, encore une fois, gauchistes, le machisme des gauchistes des années de 68, 70, etc. était extrêmement important, y compris ce qui s'appelle aujourd'hui agression sexuelle et qu'on n'appelait pas à l'époque agression sexuelle, si vous voulez. Alors que des filles plus jeunes disent non, ben ça non plus on n'en veut pas, ça me paraît pas du tout exagéré et tout à fait important, parce qu'il y a un moment où en effet il faut dire bon ben ça suffit. Mais on constate que encore ces dernières années, bien que certaines disaient ça suffit, bah, ça n'arrêtait pas les choses. Mais simplement, il me semble qu'il ne faut pas confondre une critique
par exemple, agresser une femme à l'Assemblée nationale parce qu'elle porte une robe à fleurs, se moquer d'elle parce qu'elle porte une robe à fleurs, c'est une agression. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est une agression sexiste. C'est pas un viol. Donc distinguons et ne mettons pas un continu forcément entre une agression sexiste et un viol. Mais il faut dire que l'agression sexiste qui consiste à se marrer parce que Duflo porte une robe à fleurs ce jour-là est absolument inadmissible. Il y a une dame ici qui veut poser une question. Je voudrais rappeler que la loi civile, je suis d'une génération comme madame, on voit, quand j'ai commencé à enseigner en 75, mes élèves me disaient « mais vous êtes féministe, mais comment ça ?» Puis quand je leur disais que les femmes venaient à peine d'avoir obtenu le droit de travailler sans l'autorisation du mari, de disposer de leur salaire, elles tombaient des nues. Bon, alors la loi c'est bien, la loi sur le droit à avorter, etc. Mais pourquoi les aides-soignantes sont des aides-soignantes et pas des aides-soignants? Les caissières sont des caissières, majoritairement pas des caissiers, et les enseignantes sont des institutrices et pas des professeurs d'université. Donc vous voyez bien les limites. Je n'ai absolument pas dit le contraire, je dresse tout un tas de problèmes dans mon livre qui restent à combattre, évidemment. Les divisions aussi de chez les féministes sont peut-être aussi liées à beaucoup d'individualisme de certaines personnes qui ne voient que leur situation et qui ne font pas d'analyse pour élargir ce commentaire. Vous avez tout à fait raison. J'ai lu récemment, vous avez vu le débat sur le voile, c'est la liberté. Vous avez vu le débat sur le voile et la liberté, ou sur des féministes africaines qui disent les Françaises, les Européennes, les Occidentales sont trop victimistes. Mais vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, je fais tout un chapitre sur le voile. Je suis d'accord avec vous. Je ne peux que dire que je suis d'accord avec vous. Peut-être avez-vous autre chose à ajouter. C'est-à-dire Allez-y. Non, c'est juste une remarque sur cet adjectif, la victimaire, qui est utilisé aussi tout le temps. Pardon, mais je suis assez réservée, moi, sur ce mot, parce que je trouve quand même étonnant qu'on qualifie de victimaire, justement, les femmes quand elles se battent. Donc elles luttent là contre les violences, elles disent vraiment il y en a marre des violences sexuelles, etc. Et on leur dit, vous êtes victimaire. Elisabeth Lévy dans Causeur écrit ça tous les jours, mais ça va, quoi, ça suffit. J'ai déjà dit une fois, d'ailleurs, j'ai fait un débat avec elle une fois organisé par Chiappa. Quand on se bat, on n'est pas victimaire. Alors qu'il y ait une idéologie qui, en effet, veut enfermer les femmes là-dedans, oui, mais ça c'est partiel, c'est petit par rapport, encore une fois, à cet enjeu de combat. Donc tous ces mots, quels qu'ils soient, faut faire attention, quoi. C'est-à-dire que je plaide pour qu'on arrête d'utiliser des mots globalisants et homogénéisants. L'homogénéisation en disant les féministes, c'est comme quand on dit les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Non, il y a des hommes qui sont comme ça, il y a des femmes qui sont comme ça, il y en a d'autres qui sont autrement, etc. C'est ça l'hétérogénéité. Je plaide la cause de l'hétérogénéité des mouvements. Oui, de la nuance, si vous voulez, de la complexité surtout. La nuance, mais surtout la complexité. Les choses sont complexes. Prenons acte que le simplisme est une erreur. Le simplisme ne mène pas à l'analyse. Je pense que d'ailleurs, qu'une des tâches des féministes aujourd'hui, c'est de s'emparer de la complexité et de sortir des analyses simplistes des uns et des autres. Alors je sais que le simplisme fait plus de bus, comme on dit aujourd'hui, que la complexité, mais c'est pas on ne va pas s'aligner sur CNews. La nuance ne tient pas en 280 signes sur Twitter, c'est ça le problème, je pense. C'est une des raisons du simplisme et de la radicalité. Oui, mais quand vous dites les carrières, bien sûr, vous avez raison, il y en a qui font carrière là-dessus, mais il y en a d'autres qui font carrière aussi sur l'antiféminisme ou sur la dénonciation du féminisme. Je ne vais pas en nommer ici, mais enfin, si on regarde les journalistes du Figaro et du Figaro Vox, ils font vraiment carrière sur l'antiféminisme. C'est pour ça que c'est compliqué toujours de s'astreindre à garder une voix médiane
et nuancé entre des extrêmes compliqués. Je vous Je ne reproche propose, rien, madame, hein, j'essaie de donner un contenu au mot. je vous propose pour terminer, puisqu'il va falloir libérer la salle pour le débat suivant, il y a un mot, je crois que c'est vous qui parlez de femme puissante, ce mot, cette formule qu'a inventée Léa Salamé, femme puissante, femme inspirante aussi peut-être. Pour terminer, vous demandez à toutes les deux trois femmes inspirantes, trois femmes puissantes, des personnalités qui vous tiennent, une femme d'hier, une femme d'aujourd'hui, puis parce que vous aimez toutes les deux et la littérature et le cinéma, une femme de fiction. On commence par vous, Martine Storti. Alors d'abord, j'ai horreur de cette expression femme puissante. Parce que, voilà, il faut être puissante, la puissance, ce mot le est titre très patriarcal, je titre trouve, du hein, livre c'est de masculin, la puissance, alors, il y a les hommes puissants, les hommes puissants, femme puissante, je déteste ça. Bon, premièrement. Deuxièmement, alors femme inspirante, ça me plaît davantage parce que 3, c'est pas beaucoup. Mais enfin, je sais. Vous prenez comme ça, à brûle pour point, qu'est-ce que je vais répondre? Alors, dans le passé, je vais pas citer Beauvoir parce que j'ai déjà cité, donc je vais quand même. Moi, je trouve qu'il y a quelqu'un de qui a écrit des choses remarquables, qui est beaucoup plus connu maintenant qu'avant, c'est Virginia Woolf. Je trouve que les analyses. Elle a écrit un livre absolument révolutionnaire qui s'appelle Trois Guinées, qui est sorti en 1938. Et donc Virginia Woolf, hein, comme vous le savez, qui était écrivaine, assez mal dans sa peau, qui s'est suicidée un petit peu après. Mais en 1938, elle répond aux hommes qui lui disent « Bon, alors maintenant, vous allez être solidaires. Quelle est votre solidarité, vous, comme femme, dans la lutte contre le nazisme et contre Hitler ?» Et elle répond, alors dites donc les mecs là, parce que c'est comme ça, hein, qu'elle ne dit pas les mecs, mais ça revient à ça. Vous nous avez interdit l'université, vous nous avez interdit d'être des héritières à l'égal des hommes, vous nous avez interdit de faire fortune. Nous, les filles des bourgeois, nous n'avons eu aucun élément qui vous a permis à vous, fils de bourgeois, de faire les carrières. Donc elle ne parle pas des femmes prolétaires pauvres, elle dit nous les filles de bourgeois, on n'a pas eu ça. Et maintenant vous voulez nous demander d'être solidaires? Alors oui, on va être solidaires, parce que nous on lutte contre le nazisme, mais d'une certaine façon, on sait déjà ce qu'est l'oppresseur, etc. Et c'est un livre absolument remarquable que j'ai pas lu quand j'avais 20 ans, j'ai lu il y a pas mal d'années, mais j'étais déjà avancée dans la vie. Donc Virginia Woolf, ça, une femme d'aujourd'hui. Alors une femme d'aujourd'hui, je vais répondre. Bon, une femme d'aujourd'hui, j'ai pas de nom là qui me viennent, mais je trouve que par exemple, en effet, le combat des femmes afghanes, enfin celles qui essaient ont et continuent à lutter contre cette oppression et qui luttent contre la... Mais je pourrais aussi citer le combat des femmes iraniennes, etc. Donc, sans donner un nom en particulier, je pense que ces combats-là sont en effet des combats extrêmement importants. Et puis je crois aussi que, je voudrais citer, il est dans mon livre, mais le nom là, je vais le retrouver. Moi j'ai beaucoup aimé ce film fait par une Saoudienne qui raconte l'histoire de cette petite fille qui veut faire du vélo. C'est Vajda. Voilà, Vajda. Qui veut faire du vélo. Ça, c'est la femme de fiction. À l'époque, il est interdit aux filles de faire du vélo en Arabie Saoudite. Ouais, et la gamine, de manière très intelligente, accepte de participer à un concours où il faut montrer qu'on a très bien lu le Coran, qu'on est capable de disserter autour du Coran, etc. Et elle le fait, et elle remporte le prix. C'est-à-dire un prix, espèce sonnante et trébuchante. Et normalement, quand on reporte à la fin du film, la femme qui a organisé ce concours lui dit alors qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Et elle attend que la petite qui
une adolescente, répondent « je vais le donner à l'association machin chose qui lutte pour le développement de l'islam, je ne sais pas quoi, ou soigner les gens handicapés », et elle répond « ah ben je vais acheter un vélo ». Alors scandale, parce qu'elle n'aurait pas dû répondre ça, et je trouve que c'est un film formidable d'émancipation des femmes et des filles. Et elle s'appelle c'est un film d'Aïfa Al-Mansour. Voilà. Et vous citez aussi ce film qui était absolument magnifique, Mustang avec ses 5 jeunes sœurs turques, film de Denise Gamze Erguven. C'est-à-dire que, après j'arrête, je ne dis plus rien, je pense j'essaie de me placer du côté de l'émancipation plutôt que du côté justement de l'oppression. Je pense qu'il faut regarder les chemins d'émancipation et donc dire qu'il y a des femmes qui les proposent, qu'elles soient musiciennes, cinéastes, caissières, se situer du côté de l'émancipation. Tristan Banon, vos 3 femmes inspirantes. Alors, inspirante d'hier, moi je ne peux pas passer à côté de Beauvoir parce que c'est... Vous en parlez beaucoup. J'en parle beaucoup dans mon livre et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup guidée avec ses écrits, très clairement. Une femme du présent, je vais rester sur l'idée de l'Afghanistan parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que ça va être Shekeba Hashemi qui était la première femme dans le gouvernement en 2001 suite à l'arrivée des Américains et après le retrait des talibans de l'époque et qui aujourd'hui continue de se battre, qui a créé une association qui s'appelle Afghanistan Libre et qui a pour objet d'éduquer les petites filles et d'aider les femmes sur place et qui continue malgré la reprise du pouvoir par les talibans et qui fait un travail dingue et qui est une femme exceptionnelle et voilà. Donc Shekeba est pour moi un modèle, mais j'aurais pu aussi bien dire Rachel Kahn, j'aurais aussi bien pu dire Elisabeth Badinter, j'aurais aussi bien pu dire Caroline Fourest. Enfin voilà, ce sont des femmes qui m'inspirent. La femme de fiction. Et la femme de fiction, je vais être beaucoup moins sérieuse. Je vais me souvenir de mon enfance. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde parce que je ne connais pas le taux d'intrusion dans chaque famille de ce dessin animé. Mais c'était Lady Oscar. Je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à certaines. C'était cette jeune femme qui à la naissance a beaucoup déçu son papa militaire, puisqu'il voulait un garçon évidemment, et Lady Oscar va être élevée comme un garçon, va devenir militaire comme un garçon, va ranger sa cascade de cheveux blonds et va s'affirmer, et voilà, et finalement petit à petit dans le dessin animé on découvre que c'est une femme et qu'elle peut tout faire comme un homme. Tristan Banon, La paix des sexes, c'est aux éditions de l'Observatoire. Martine Storti, Pour un féminisme universel, c'est au Seuil dans la collection La République des idées. On vous retrouve un peu plus loin puisque les livres sont là-bas sur le stand de la librairie 47 degrés Nord. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous tous.